On va avoir le plaisir donc d'avoir un après-midi sur la géopolitique des ressources minières. Alors pourquoi ce thème? La géopolitique, c'est un thème à la mode, hein. Tout le monde entend parler de géopolitique. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. La géopolitique, le terme est né en fait en Allemagne au 19e siècle. Et à l'époque, la géopolitique, c'était la géopolitique de l'Allemagne qui s'étendait sur l'ensemble de la planète. Donc c'était l'idée d'un Motherland, l'idée d'avoir une Allemagne qui pourrait se développer sur l'ensemble de l'Europe. Et vu que ça a été ensuite tenté d'être réalisé par les nazis, évidemment, le terme n'a pas eu beaucoup bonne presse pendant le début du XXe siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, le terme de géopolitique est revenu à la mode et il a été repris par les Américains. Et je dirais les grands succès de la géopolitique, c'est les travaux qui ont été faits dans les années 90 par Samuel Huntington, le choc des civilisations, et par Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, qui étaient des travaux qui étaient annonciateurs en fait de la situation politique d'aujourd'hui. Surtout quand le choc de civilisation est sorti en 1995, on a eu le choc pour de vrai le 11 septembre 2001. Donc évidemment, ça montrait qu'une analyse géopolitique pouvait servir à quelque chose. Géopolitique des ressources minérales, en fait, on est entre la géopolitique et la géoéconomie. Autrement dit, on est à l'interface entre les décisions politiques, la manière dont les gouvernements gèrent leur économie, gèrent leur territoire, et la géoéconomie, autrement dit, comment se développent les éléments économiques d'un pays. Et on sait que dans beaucoup de pays, y compris au Québec, le poids des ressources naturelles, et des ressources minérales en particulier, est extrêmement important. Alors on aura 3 conférenciers aujourd'hui, et je vais laisser à Myriam Boukachabia le soin de vous introduire le premier conférencier. Merci, bonne journée. Alors bonjour à tous. Donc là tout de suite nous allons avoir la géopolitique minière en Afrique, dépendance ou indépendance, qui sera présentée par monsieur Benoît Lassalle, président et chef de la direction Windiga Energy Incorporation. Monsieur Benoît Lassalle est titulaire d'un diplôme en commerce et d'une maîtrise en administration des affaires. Au cours de sa carrière, il a fondé plusieurs sociétés, dont la société Grou en 1980. En 1995, il a fondé Semafo Incorporation, où il a occupé le poste de président et chef de la direction de l'organisation jusqu'à août 2012. Et aujourd'hui, il est actuellement président et chef de la direction de la société canadienne Windiga Energy Incorporation. Voilà. Alors, merci pour ces bons mots. Bonjour à tous. Le titre est bien l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Je crois que c'est vraiment, vraiment important et je crois que la place de l'entrepreneuriat dans le secteur minier en Afrique, c'est vraiment exceptionnel. Vous savez, il y a des vagues dans la vie, il faut savoir prendre les vagues, il faut, comme des fois on dit, il faut savoir surfer. Le succès, c'est souvent le travail, beaucoup de travail, un peu de chance, mais aussi de prendre la vague quand la vague passe. Moi, beaucoup de gens me disent « Ah, toi, tu étais chanceux, tu sais, tu as fait ça, tu as vendu ça. » J'ai fait comme 10 compagnies publiques que j'ai montées, que j'ai vendues, que j'ai encore. Puis ils me disent toujours « C'est la chance, tu es vraiment chanceux. » Je dis « Non, la chance, là, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est ça, la chance. Il n'y a pas de chance. Mais quand tu sais ce qui arrive, quand tu vois ce qui arrive, que tu te prépares, que tu es à la bonne place, que tu as la bonne vision, mais à ce moment-là, tu fais ta chance. L'Afrique, aujourd'hui, c'est le futur. L'Afrique, c'est la Chine d'il y a 20 ans. C'est la prochaine Chine, mais ce ne sera pas la Chine, ça va être autre chose. Mais c'est là où ça va se passer. Et c'est pour ça que le président Obama, pour relancer son économie, a créé un fonds qui s'appelle Power Africa, dans lequel il a mis 33 milliards de dollars et pour que toutes les grandes sociétés américaines se déploient sur l'Afrique. Vous savez que le président Obama, tous les mois à la Maison-Blanche, fait un dîner Afrique. Et ils invitent les présidents de quelques pays ciblés. Et tous les mois, il y a le président de GE, le président de IBM, le président de Procter & Gamble et 7-8 présidents ciblés. Et il fait le maître d'orchestre. Il dit, « Monsieur le président X, vous avez GE, est-ce que vous avez besoin d'énergie? » Oui, parfait. La banque est ici. Vous pouvez financer la Tanzanie, l'Éthiopie. Oui, vous pouvez. Parfait. On va préparer ça. Ça va être prêt demain, les contrats. Au niveau de l'agriculture, est-ce que Procter & Gamble peut... Oui, peuvent. Parfait. On va préparer ça aussi. Est-ce qu'on a besoin de financement? Oui, bon, la banque sur le développement de l'agriculture va être là. Il fait ça tous les mois. Et moi, j'ai beaucoup de copains présidents africains parce que j'y habite presque depuis 20 ans.
J'ai beaucoup travaillé avec eux et ils viennent chacun une fois, 2 fois par année. Et quand il a fait le sommet au mois d'août, il était 58 présidents et c'était réel, là. Et les choses se sont faites. Et la grande difficulté d'être entrepreneur, c'est d'avoir de l'argent. Ça, c'est la grande, grande difficulté. Parce que quand tu as les fonds, l'Afrique est remplie d'entrepreneurs, des jeunes très, très bons opérateurs, mais les capitaux sont difficiles et la structure financière de l'Afrique n'est pas comme le Canada où tu n'as pas la bourse de croissance, tu n'as pas accès à des capitaux à risque. Donc, c'est un petit peu plus difficile de démarrer et c'est pour ça qu'à l'occasion, et les étrangers vont participer avec des entrepreneurs africains. Mais l'Afrique, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit Why Africa? L'Afrique, c'est aujourd'hui. On en parle souvent. Moi, j'en ai parlé souvent. Puis j'avais fait une blague à Jean Charest, qui est aujourd'hui un très bon copain à moi, quand il avait lancé le plan Nord. Puis j'avais dit, c'est bien, mais j'ai dit, la réalité, c'est le plan Ouest. C'est pas le plan Nord, c'est le plan Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là que ça va se passer, parce que dans les 10 ou 15 pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des plans Nord dans chaque pays. Alors, j'ai dit, c'est ça la grande différence. Et je ne reviendrai pas sur cette initiative-là, mais l'Afrique, c'est assez exceptionnel. Là, je vais essayer de quelque chose ici, voir si j'ai compris. Je ne suis pas certain que j'ai... Pour avancer, c'est celui-là? Ou comme ça? Ah, c'est bon. Je voulais vous montrer l'Afrique, puis on va parler des ressources naturelles. Puis on va même changer la définition de ressources naturelles. Mais ça, c'est l'Afrique. Les gens ne réalisent pas que l'Afrique, c'est ça. C'est même plus grand que les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Inde et l'Argentine mis ensemble. C'est plus grand que tout ça. C'est ça, l'Afrique. Et on regarde ça, puis on ne réalise pas que c'est exceptionnel. C'est 1,4 milliard d'habitants et ça s'en va à 2,4 milliards d'habitants. Le nombre d'enfants par couple en Afrique de l'Ouest est entre 7 et 9 enfants dans certains pays. Alors, c'est ça. Et vous savez que la démographie gère le monde. Hein, c'est la démographie qui gère le monde. La croissance de la Chine est venue de la démographie. La croissance de l'Inde est venue de la démographie. La croissance en Australie, au début de l'autre siècle, et au Canada, ça venait de la démographie. Mais la prochaine démographie croissante, c'est celle de l'Afrique. Donc, c'est là où ça va se passer, et ils le savent. Alors, vous savez, on n'ira pas là maintenant en achetant des puits d'eau, puis en apportant des stylos. Là. Ils savent, ils sont hyper au fait de ce qui arrive, comment ça se passe et comment ça va se déployer. Ils le savent très, 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 très bien. Ça, c'est probablement, si vous vous souvenez de ça, vous pouvez quitter, la journée est faite. C'est la démographie de l'Afrique pour le nombre de personnes qui vont travailler. Et vous regardez l'Afrique aujourd'hui, quand vous regardez c'est combien de gens actifs en Afrique, c'est 11 %. Et ça va être 36 % en 2001, en 2100. Donc, la main-d'œuvre va venir d'ici. Puis si vous regardez les pays développés, on était 34 % de la main-d'œuvre. On est 17, on s'en va à 12. La Chine, présentement, est 21, ils s'en vont à 9. C'est ce qui se passe. Pourquoi H&M est en train de tout délocaliser ses usines de Chine et du Pakistan vers l'Éthiopie? Ils sont en train de tout délocaliser. Puis le prochain qui fait ça, c'est Gap, puis ça va être Fruit of the Loom, puis ça va être nos opérateurs canadiens. Il leur manque une chose aujourd'hui pour le faire. Une chose, c'est l'énergie. Et c'est pourquoi je vais aussi vous parler d'énergie. Mais quand l'énergie est réglée, et c'est pour ça qu'Obama fait Power Africa, avec 33 milliards de dollars pour débuter, parce que quand l'énergie va être réglée, la croissance va être là, l'industrialisation va arriver, parce que les gens veulent travailler, ils sont là, ils sont disponibles. Et ça, c'est ça la réalité aujourd'hui de l'Afrique. Moi, quand j'ai quitté Semafo, il y a 2 ans, on avait 25 000 employés. Quand je l'ai débuté, on était 2. Le taux de rotation des employés était 0. 0. Ça ne partait pas. Il y en a qui allaient à la retraite. Puis quand ils partaient à la retraite, à leur party de retraite, ils amenaient leur fils pour nous dire « Est-ce qu'il peut prendre ma place? » Et ils forment, puis après, ils travaillent de 8 heures à telle heure. Ça ne quitte pas. Et je vous amènerai voir l'usine de Semafo qui passe 9 000 tonnes de minerais par jour. Il n'y a pas d'expat. Il n'y a pas de Canadiens. Il y en a,
quelques Canadiens au niveau de l'entretien préventif, des choses. Mais pour gérer l'usine, gérer le camion, gérer la mine, passer... On peut tous s'en venir à Noël au Québec, là. L'usine va tourner 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de différence. Quand on est arrivé dans le coin, les gens ne savaient souvent pas lire, pas écrire. Aujourd'hui, ils travaillent à l'ordinateur. C'est absolument exceptionnel et ils ne quittent pas. Et on augmente la capacité à l'usine, on met un troisième équipe sur la mine. On a besoin de 45 chauffeurs, on soit 4500 curriculum-vitae. Et quand ils ont le poste, ils restent là. Et ça, c'est ça la force d'un secteur, c'est ça la force. Il y a des pays où c'est pas comme ça, c'est clair. J'ai des amis qui ont des mines en Tanzanie, dans le nord de la Tanzanie, c'est un peu plus compliqué. Il y a des endroits où ça peut être plus difficile, ça c'est vrai. Mais ça, c'est... Moi, les gens me disent « Hey, l'Afrique, tu trouves pas ça dangereux? » Bien, je dis « Il y a beaucoup plus de meurtres par semaine aux États-Unis qu'en Afrique. » Fait que j'ai dit « Non, je trouve pas ça dangereux. » « Oui, mais tu sais, on entend parler de Boko Haram. » Je dis « Bien, absolument. » Mais je dis, regarde la carte, là, viens voir la carte, je vais te montrer où c'est, versus ce que nous, on vit. Viens à Détroit, je vais te montrer ce qui se passe. Viens à Baltimore, viens à Miami. Et ça, les gens ne le réalisent pas, que l'Afrique, finalement, oui, il y a des changements, c'est des jeunes démocraties, mais à la fin, ça fait 4 coups d'État ou 4 changements de gouvernement que je vis. J'ai jamais perdu une journée de production, là. Il y a eu un petit changement au Burkina Faso il y a quelques mois, là. Ça a pris 2 semaines, c'était réglé. Nouveau président, nouvelle direction, c'est reparti. Il y a pas... Alors, oui, ça fait les journaux. Oui, les gens t'appellent. Est-ce qu'il y a un problème? Puis tu dis non, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne comme d'habitude. Alors, c'est ça l'Afrique. Et ça, c'est ce qui s'en vient. Avec les taux de croissance qui sont exceptionnels. La Côte d'Ivoire, puis ici, c'est même pas vrai. La Côte d'Ivoire, ils vont être à 10 %. Si le président voyait ça, il dirait que je suis trop conservateur. Le Ghana est à 10 %, le Mozambique, la Guinée, puis j'en passe, là. Et on le sent. Je dis toujours, venez à Abidjan, là, venez avec moi à Abidjan. Venez voir Abidjan aujourd'hui, ça ressemble à Dubaï. Ça pousse de partout, ça monte de partout. La BAD arrive avec 2000 personnes. La BAD, la Banque africaine de développement, et ça bouge énormément. Vous venez à Ouaga, ça bouge, à Dakar, ça bouge, et les gens reviennent, et c'est vraiment, vraiment intéressant. L'autre chose qui est intéressant avec l'Afrique, puis je vais arriver avec pourquoi il faut être entrepreneur en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de dette. La dette extérieure de l'Afrique, elle est en décroissance, et les réserves de devises étrangères sont en croissance. Parce qu'ils ont été financés dans le temps avec des programmes d'aide qui ont été radiés avec d'autres programmes d'aide. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de faire une émission d'obligation. Le Burkina fait la même chose. Le Sénégal fait de la même chose. Le Ghana. Et vous avez des pays qui ont des bilans et qui ont des recettes qui sont vraiment bien faits. Et vous avez des secteurs qui rentrent des devises, que ce soit l'agriculture, les ressources naturelles. Il y en a qui ont du pétrole, il y en a qui ont le coton, des grands producteurs de coton. Alors, des épices en Éthiopie. Je veux vraiment aller sur un site et voir l'Éthiopie, quel pays exceptionnel c'est, quelle croissance ils ont. Et si jamais quelqu'un vous dit, on s'en va en Afrique, on prend Ethiopian Airlines, là, bien, il n'y a pas une compagnie nord-américaine qui est mieux que ça, là. Si on prenez Ethiopian Airlines, amenez ça en Amérique du Nord, elle va être numéro 1. Elle n'est pas numéro 1 parce que Qatar va peut-être être plus mieux, ou Etihad, ou Emirates, mais Ethiopian va être là. C'est la meilleure compagnie d'Afrique, mais c'est la meilleure compagnie en Amérique du Nord aussi. Ethiopian Airlines, avec des 777 et un service extraordinaire. C'est ça l'Afrique. Les gens ne pensent pas que c'est ça l'Afrique, mais l'Afrique d'aujourd'hui, là, c'est pas il y a 20 ans, c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment autre chose. Regardez l'entrée des capitaux en Afrique. Moi, je suis arrivé en Afrique en 1994. Puis ça, c'est l'entrée des capitaux, secteur privé. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, on vend tout, vendez vos habits, vos livres d'université, mettez ça à la bourse d'Abidjan, du Maroc, d'Afrique du Sud, dans les compagnies de télécom, vous auriez fait 1000 fois la mise. En 97, puis Michel, tu me dis, quand ça fait 1h30 que j'ai terminé, tu me le diras. En 97, le ministre des Communications m'appelle du Burkina Faso. Il me dit, j'ai la licence pour toute l'Afrique de l'Ouest, personne ne la veut. Fait qu'il dit, peux-tu me trouver quelqu'un pour prendre la licence des téléphones cellulaires pour toute l'Afrique de l'Ouest?
Fait que je reviens ici, je fais les appels habituels, je vais chez Fido, je vais voir Charles Sirois, je vais voir tout le monde. Je leur dis, est-ce que ça vous intéresse? Tout le monde me dit, ben non, l'Afrique, les téléphones cellulaires, voyons, non, on ne peut pas prendre ça, ça n'a aucun sens. Vous savez, il y a combien de téléphones cellulaires présentement en Afrique? 900 millions d'appareils. Plus qu'en Chine, plus qu'en Inde. Celui qui a pris la licence pour le Sénégal, il était revendeur d'ordinateurs usagés dans son garage. Mais comme il n'y avait personne, il l'a pris, il l'a créé avec des gens en Côte d'Ivoire, au Burkina, ils ont créé Telcel. Ils ont revendu à Orange. Lui, il a touché personnellement 800 millions d'euros il y a quelques années et il a gardé 20 % de la compagnie. Alors, ça vous donne... Ça, c'était la vague télécom. Et ça, c'est un entrepreneur qui est parti de rien. Alors, il y a les ressources naturelles, tout ça, et je vous en parle, mais c'est ça l'Afrique. Et la vague, il y a eu la vague des telcos, puis ça, on l'a vu, puis on le voit encore. Il y a la vague de l'énergie, je vais vous en parler. Il y a les ressources naturelles, il y a le développement, mais c'est la vague des entrepreneurs. La réalité, là-bas, c'est la vague des entrepreneurs, toute catégorie. Toute catégorie, c'est là-bas que ça se passe. Au niveau de l'électrification, 900 millions d'appareils cellulaires. Tout le monde en a 3. Vous avez remarqué, tout le monde a 3 appareils quand vous allez en Afrique, parce qu'il y a 3 réseaux, puis tu prends l'appareil pour chaque réseau, parce que de réseau, sur le même réseau, s'il n'y a pas de frais. Alors, si toi, tu es Fido, l'autre est Rogers, puis Bell, bien, tu as 3 appareils dans tes poches. Et tout le monde s'appelle sur le même réseau. C'est correct, ça va bien comme ça, mais regardez l'électrification qui vient avec ça. Le taux d'électrification est en bas de 10 %. Les capitales incluses, c'est à 31 % de taux d'électrification. Ça veut dire que le soir, ils partent des petites génératrices avec du fuel, ils mettent ça, ils partent ça, puis ils rechargent les téléphones de toute la famille sur des extensions. La demande en énergie est croissante de 10 %. La production est stable. Le Nigeria, en 1980, 40 millions d'habitants, produit 4 000 mégawatts d'électricité. Le Québec, on est 7 millions, 8 millions d'habitants, on produit 42 000 mégawatts au Québec. Le Nigeria, en 80, ils sont 40 millions d'habitants, 4 000 mégawatts. Aujourd'hui, le chiffre du Nigeria, là, c'est entre 180 et 200 millions d'habitants, on n'est pas certain. Alors, c'est, disons, 180 millions, donc presque 5 fois la population de 1980. La production, 4 000 mégawatts, 4 000 mégawatts. Elle n'a pas bougé. Elle est vieille, fatiguée, les unités sont fatiguées et la demande explose. Alors, donc, un entrepreneur en énergie, moi, j'ai démarré une société en énergie parce que je voyais le besoin. Je me dis, il faut qu'on fasse ça. Bien, aujourd'hui, on a presque $1 milliard de CAPEX à déployer sur les prochaines années pour produire 400, 500, 600 mégawatts. Mais c'est rien, la demande, c'est des milliers de mégawatts. Quand vous pensez que le Québec a 40. Si vous prenez toute l'Afrique, excluant l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb, tout le reste, c'est la même production d'énergie que le Québec. Et c'est 1 milliard 200 millions d'habitants. Donc, c'est une c'est un secteur où tous les gens voient la nécessité. Et ça, pour moi, c'est des ressources parce que l'énergie, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le solaire. C'est clair que c'est le solaire. C'est la biomasse. Puis je vais vous compter des... Puis ça, c'est vraiment dans le secteur des ressources naturelles. Et c'est la mini-hydro, pas les gros projets. Il y a Inga au Congo, qui est un rêve, un super de beau rêve, là, mais ça n'arrivera pas. En tout cas, moi, je ne pense pas de le voir de mon vivant. Là. C'est un immense projet. Mais vous savez, nous, au Québec, toutes les rivières ont un barrage à chaque 5 km. Des petits barrages, ce qu'on appelle Run of the River. Là. Il n'y en a aucun en Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Depuis 2-3 ans, le cacao, le chocolat est vendu en Chine et ils adorent ça. Puis quand les Chinois adorent quelque chose, vous savez ce qui se passe. Hein? Ils ont commencé à aimer les vins de Bordeaux, ça a fait ça. Et quand ils aiment, ils ont acheté de l'or, l'or est monté à 1800. Là, ils achètent du chocolat. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Le Ghana est le numéro 2. Le cacao, ça vient dans un petit ballon de football, hein, une petite cabosse de cacao. Tu coupes ça, tu ouvres ça, tu as 4-5 fèves, tu prends les fèves, tu prends la cabosse, tu la jettes par terre. Ils jettent des milliards de cabosses par terre par année.
c'est plein d'acide, ça rentre dans le sol, ça tue le sol. La production de cacao est en train de faire ça, puis la demande fait ça, le prix fait ça. Le ministre de l'Énergie m'a dit « Tu ne peux pas nous trouver une solution? » Je dis « Absolument. » On est revenu avec des valises de cabosses, on les a fait analyser. C'est calorifique, comme du vieux bois sec, comme des briquettes. Quand tu les brûles, puis que tu reprends et que tu tues tout l'acide qu'il y a dedans, la cendre, c'est 100% potassium. Donc, c'est de l'engrais. C'est simple, là. Bien, ça fait 100 ans qu'on brûle des déchets en Afrique. Sans nous, on en fait ici. Le Danemark brûle 98% de ses déchets. Bien, on est en train de faire des études pour faire des centrales où on va brûler des cabosses de cacao et au Ghana et en Côte d'Ivoire, dans une société qu'on a appelée Windiga, qui veut dire le soleil, le pouvoir qui vient du soleil. Alors, mais c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est quand tu écoutes, quand tu es attentif, quand tu regardes, il y a des projets à faire, que ce soit en biomasse agricole, en biomasse coton, en biomasse agriculture. Alors, c'est ça l'Afrique, et c'est ce qu'on voit, et le potentiel, il est là. Et tous les pays ont changé leur réglementation pour permettre les IPP, les Independent Power Producers. Parce qu'avant, ils avaient l'influence française, qui est des fois bonne, des fois mauvaise. Et on n'est pas, Michel, on n'est pas direct avec la France, là, OK? Et je blague, sauf qu'en France, EDF, ils ont le monopole sur l'électricité. Les Français ont un concept que l'électricité, c'est un monopole d'État. Et tous les pays africains francophones, et même anglophones, avaient ce concept-là. Mais là, depuis que nous, on est là, on leur a expliqué, on a travaillé avec eux, ils ont ouvert la législation pour que la production d'électricité puisse être privée. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas à mettre de capital et tu fais un code par lequel, après 20 ans, tu redonnes la centrale à l'État et elle va payer, disons, 15 cents du kilowattheure pendant 20 ans ou 25 ans, puis après, elle va tomber à 20 cents pendant 25, 30, 40, 50 ans. Elle va tomber à 2 cents. Et ça va être comme nous avec l'hydroélectricité. Au début, c'est un peu plus cher, puis après ça, c'est très, très, très économique. Alors, donc, l'énergie est un secteur incroyable. L'autre secteur que personne ne parle et qui est le secteur le plus important d'Afrique, c'est l'agriculture. Si on vous parle d'Afrique, puis Michel vous parle d'Afrique, tout ça, on va parler de roches, on va parler de géologie, que j'adore aussi, c'est pas un secteur important. C'est important. Le secteur qui est en pleine croissance, c'est l'agriculture. Pourquoi? Parce que le monde explose, les populations grandissent, nos terres agricoles sont fatiguées, parce qu'on les a bourrées d'engrais chimiques et nos terres sont fatiguées. Et là-bas, il y a là-bas, là, en Afrique, là, on le voit là, ici, là, il y a cette partie-là, là, c'est 1/2 des terres cultivables, cultivées, et le yield, le rendement est à 30 %. Ça veut dire qu'ils utilisent 15 % des terres. Alors, Procter & Gamble, le chocolat Mars, tout le monde, Nestlé, ils achètent tout ce qu'ils trouvent, puis ils commencent des grandes agricultures. Vous avez peut-être suivi le succès au Nigeria de M. Dangote, qui est dans les hommes les plus riches au monde maintenant, qui je pense qu'il est le 26e au monde, qui est quelqu'un du Nigeria. Et c'est lui qui était le président de Davos cette année. Eh bien, lui, dans sa présentation, ils mettent dans leur famille, ils vont mettre $1 milliard et plus par année pour développer l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Parce que pour eux, c'est ça qui est le futur. Parce que l'Afrique de l'Ouest va devenir le grenier du monde. Parce qu'on le voit ailleurs, là, c'est l'Asie, c'est là. Le reste du monde, c'est là. Donc, il n'y a plus de place. Ici, on voit l'Amérique du Sud encore, mais on sait qu'il y a des forêts protégées. On sait qu'il y a des... C'est pas évident. Et ici, c'est complètement ouvert. La beauté de ça, c'est aussi que ça demande de l'énergie. Donc, je vous dis, il y a eu les télécoms, il y a les ressources naturelles au niveau mine, et il y a l'agriculture qui est en plein déploiement. Donc, quand on est un entrepreneur, et moi, l'agriculture, c'est les terres arables, c'est une ressource naturelle qui est là, et il ne demande qu'à être travaillé au niveau des élevages de poulets, d'animaux, de viande. C'est incroyable ce qui peut être fait. Et l'Afrique est pleine d'eau. Les gens disent, l'Afrique, il n'y a pas d'eau. Non, l'Afrique. Nous, on a marché une mine à 6 000 tonnes par jour au Burkina Faso, juste avec l'eau qui était dans la masse. Et on n'a jamais
touché vraiment à la masse. On avait 60 puits de forage et on tournait ça, on tournait 6 000 tonnes par jour pour dénoyer la fosse seulement. C'est plein d'eau. Sauf que malheureusement, là-bas, souvent, les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas pris le temps, ils ont de faire le puits. S'ils l'ont fait, ils ne l'ont peut-être pas entretenu. Donc, l'agriculture est toujours difficile, alors que si tu fais le puits, tu mets un système d'irrigation, tu peux avoir jusqu'à 5 récoltes par année, et c'est vraiment intéressant. Et donc, ils vont vers ça. C'est clair qu'on va vers ça. Ça, c'est vraiment absolument évident. Et bien, l'Afrique, c'est ça aussi. Tu sais. Alors, les grandes villes ont besoin d'infrastructures. Alors que quand tu es un entrepreneur, tu vois ça, ça va être du cuivre, du nickel, du fer, du ciment, de la construction, du sable, du concassé, tout. Tout est à faire. Ils sont à bâtir des autoroutes, ils sont à bâtir des aéroports, ils sont à faire le port. Vous avez vu cette semaine, Abidjan a annoncé un financement avec la Chine pour un nouveau port en eau profonde à Abidjan, ce qui va être extraordinaire. Ça va désenclaver la région pour les métaux de base, le fer, le nickel, le cuivre et tout ça. Et c'est en train de se faire. Alors, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et puis ceux qui sont allés, puis j'espère que si vous n'y êtes pas encore allés, allez-y. C'est obligatoire, je le dis, d'aller là-bas, d'aller voir ce qui se passe. Mais quand vous voyez ça, c'est tout à fait normal. Là, Lagos, toutes les grandes villes, les grandes capitales, le soir à 5 h, à 17 h, c'est ça, là. Ce qui est intéressant, c'est tous ceux qui n'opèrent pas en Afrique disent qu'ils aiment mieux être en Asie, ils aiment mieux être partout, ils aiment mieux être chez eux. Tous ceux qui opèrent en Afrique, qui ne sont pas domiciliés en Afrique, mais qui viennent d'Amérique du Nord, de partout, ils vont vous dire qu'ils aiment mieux être en Afrique qu'être chez eux. Ça c'est fait, c'est vrai, là. Et moi, si vous me dites, « Ah oui, toi, moi, j'ai construit 5 mines en Afrique. » Puis les gens me disent toujours, « Oui, pourquoi tu n'en fais pas au Québec? » Puis je dis, « Je vais vous conter une histoire. » À Mana, on voulait passer la capacité de 6 000 tonnes à 9 000 tonnes par jour. Là, on manquait d'eau. On n'avait pas assez d'eau. On a fait le plan de l'environnement, on a fait les dessins, on a fait le tour des villages, on a vu toutes les maires, tous les préfets, tout le monde est d'accord. Et là, on s'en va au ministère. Fait qu'on fait une réunion, ministre des Mines, ministre de l'Environnement, ministre des Finances, on met ça sur la table, puis on parle. Il dit, OK, bon, ça augmente la production de combien? Bon, 6 000 tonnes à 9 000 tonnes, on va produire 200 000 onces d'or à 250 000 onces, 50 000 onces, la royauté, 5 % ça fait ça. OK, c'est parfait. Vous allez faire ça comment? Comme ça. OK. L'étude d'impact environnemental, monsieur le ministre, elle est faite. OK. Parfait. Au niveau de la mine, vous ne faites pas du high grading, vous n'êtes pas en train d'extraire d'une mauvaise façon, pas du tout. Parfait. OK. Bon, bien, commencez. Oui, commencez, on va vous envoyer le papier cette semaine. Moi, j'ai une amie qui a une mine aux États-Unis. Ça fait 10 ans qu'elle attend son papier après avoir déposé le permis environnemental. 10 ans. En Alaska, je ne dirais pas combien de temps. Au Québec, Jean-Marc pourrait nous le dire, si vous voulez faire de l'uranium dans le nord du Québec, ça peut être un peu difficile. Là-bas, là, ça a été OK, allez-y. Puis c'est bien fait, là. C'est bien fait. C'est pas mal fait, là. C'est bien fait. Mais eux, ils se disent, hey, c'est le secteur qui va développer le continent. On va le faire. Alors, oui, ils font les études, ils viennent voir, ils contrôlent. Il y a la police des mines là, qui est correcte puis qui fait son travail. Mais quand tu vas voir le ministre des Mines, des Finances, lui, il veut que ça bouge. Lui, tu lui dis, je veux passer de 6 000 à 9 000 tonnes. Oui, as-tu fait l'étude? Montre-la moi. Ce que mes gens... Mais après ça, c'est go. Quand j'ai construit Mana, qui était la plus grande mine du Burkina Faso, j'allais voir le ministre des Mines. J'ai dit, je suis prêt à construire, tout est fait, tout est déposé. Puis j'ai fait mon financial close, donc j'ai l'argent. Chaque mois que j'attends, ça me coûte 1 million, parce que j'ai toute l'équipe, là, tout le monde est là, tout le monde est là. Fait qu'il me dit, OK, puis je sais que vous allez prendre 3-4 mois à aller de l'avant. Oui, mais c'est correct, mais commence. Je suis revenu au board à Montréal. Je dis, bon, on va commencer. Les gars me disaient, pardon? Je dis, oui, j'ai vu le ministre des Mines, j'ai vu tout le monde, le premier ministre. Ils disent, on va y aller, on va avoir le permis dans 4-5 mois. Là, ils ont dit, attends, t'es sérieux, là? Je vous le dis, on y va, go. On a construit la mine. C'était 6 000 tonnes par jour. C'était 35 millions de pièces entre les champs de coton qu'on a bougés, dédommagés, monté le projet, tourné l'usine en 14 mois. On avait un 747 qui était affrété,
qui partaient d'ici, qui s'en allaient à Ouaga chaque mois. On débarquait ça, on avait 27 camions, on remplissait les camions, on s'en allait à l'usine. On a fait ça avec tous des gens du Québec, Génivore, toutes des compagnies d'ici. 14 mois entre les champs de coton et démarrer l'usine. Cette usine-là fonctionne depuis 2008, 93 de taux d'efficacité, donc c'est comme 100 et elle n'a jamais arrêté. Mais l'Afrique, c'est ça. C'est quand tu veux être un entrepreneur, que tu veux bouger, eux, ils bougent. C'est vraiment intéressant. Alors, moi, j'y suis depuis 20 ans. On travaille... Je ne sais pas il faut que je fasse ça comme ça. Alors, je vous ai parlé de Semafo, c'est plusieurs mines en Guinée, au Niger, au Burkina, au Mali, au Ghana. On a monté des projets. Quand j'ai quitté il y a 2 ans, je vous disais, il y avait 25 000 personnes, c'est vrai. Puis aujourd'hui, c'est probablement plus. Mais la grande majorité, c'est dans les programmes sociaux qui entourent les mines. Et c'est ça aussi l'Afrique. Quand on parle d'être un entrepreneur en Afrique, c'est tu peux pas, en Afrique, ne te tolérera pas comme un entrepreneur cow-boy. C'est fini, ça n'arrivera plus. Les populations vont arrêter, les gens vont être là. Ce qui est très, très important, et c'est ce qu'on a fait dans nos 3 sociétés, c'est qu'on arrive, on implique les gens, on travaille avec les gens. Ici, je vous invite, ceux qui ont le temps ce week-end, à aller voir la Fondation Semafo.org. Allez voir ça, il y a des vidéos. Moi, je suis allé présenter au prix Nobel en Suède. On a été choisi parmi les 4 compagnies au monde pour un prix Nobel de la RSE. Ils n'ont pas commencé à en donner. On était sur une base d'essai. Et en 20 ans, on n'a jamais perdu une journée à cause d'une grève ou à cause de problèmes. Mais les gens sont impliqués. Et les gens disaient, c'est notre projet, c'est notre mine. Un jour, je suis ici dans l'avion, à côté d'un ministre de l'Éducation, puis il me dit, « Ah, M. Lassalle, je suis vraiment content de vous voir. » Tout ça, il dit, vous faites quoi, vous, vraiment? Il dit, chez nous. Ah, il dit, je sais. Il dit, vous êtes le président de la Fondation Semafo. J'ai dit, c'est exactement ça que je fais. Ah, on aime vos projets, vous avez tous des hôpitaux, vous avez des écoles, vous avez des bibliothèques, vous avez de l'agriculture, vous avez tout ça. Je dis, c'est ça. Mais j'en ai une mine aussi. Ah, vous avez une mine? C'est vrai, on a une mine. J'ai dit, la mine de Mana. Ah, non, ça, c'est la mine de Élie. Élie Ouédraogo, ça, c'est la mine d'Élie Ouédraogo. C'est exactement ça, monsieur le ministre, c'est la mine d'Élie Ouédraogo. Pour eux, là-bas, le directeur national, qui est un national, un gars très connu, la mine, c'est sa mine. Les gens travaillent pour lui. C'est lui qui est le leader. Quand il y a une communication à faire à la presse, c'est lui qui a fait. Quand il y a une discussion à avoir avec les villages, c'est lui qui a fait. Quand il y a une rencontre avec les ministres, c'est lui qui a fait. Puis nous, on est en arrière, puis on est des copains, là. Puis c'est un officier de notre organisation. Il fait partie de la direction, mais c'est sa mine. C'est ça le succès. C'est que là-bas, tu ne peux pas être comme d'autres sociétés qui arrivent, qui débarquent, qui envoient... et ça se fait tellement souvent. Puis il y a une mine, on est en Mauritanie ici avec cette société-là qui s'appelle Al Ghol. On est sur un projet extraordinaire en Mauritanie. Nos voisins ont 22 millions d'onces d'or. C'est probablement la plus belle découverte d'Afrique. De toute la haute direction, il n'y a personne qui parle français. Et vu qu'ils n'aiment pas la Mauritanie, ils ont mis le bureau-chef aux îles Canaries et il y a un jet privé qui fait ça 3 fois par jour pour amener les gens. Alors, eux autres, ils sont expats, îles Canaries, Mauritanie. Personne ne parle français et ils ne comprennent pas que ça ne va pas bien avec le gouvernement. C'est dur que ça aille bien avec le gouvernement quand tu fais ça. Et c'est ça la différence. C'est que l'Afrique, tu peux être un entrepreneur, mais ton entrepreneuriat, il doit être aussi social. Et si vous allez sur le site de Semafo, vous allez voir notre mission, vous allez voir nos valeurs, mais la première mission que vous allez voir, c'est une mission humanitaire. Les gens me disent, oui, mais ça coûte de l'argent. Je dis, non, ça ne coûte pas de l'argent, ça te fait gagner de l'argent. Parce que quand tu as zéro taux de rotation chez tes employés, quand tu n'as personne qui quitte, tu n'as pas de reformation à faire, tu n'as pas d'arrêt pour des grèves parce que tu t'es pas entendu, c'est extraordinairement rentable. Et c'est ça l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique veut travailler, elle veut des entrepreneurs, elle cherche des entrepreneurs dans tous les métiers. Alors, vous avez ici l'or, vous avez ici de l'or en Mauritanie, et je dois vous dire, parce que vous, c'est votre professeur, mais Michel et moi, on travaille ensemble depuis longtemps. Et ici, là, ce projet-là, on l'a identifié ensemble, et ça va être probablement une des prochaines très, très grandes découvertes d'Afrique,
qui est dans cette compagnie ici. Et ici, on a une petite division ici en uranium qui s'appelle Goviex, qu'on a fait ensemble aussi, Michel et moi. Et on a travaillé sur des zones. Puis moi, je ne suis pas un géologue, alors je ne connais pas ça du tout. Je suis un financier. Alors, il faut que je me fie à des grands géologues. Et Michel et moi, on a fait Goviex ensemble. Et aujourd'hui, c'est 100 millions de tonnes d'uranium. C'est le prochain projet dans le monde à être développé quand le prix de l'uranium va revenir au Niger. Et c'est sur des idées. Michel dit, tu devrais regarder ça, c'est intéressant, la zone d'Arlit, tout ça. Et on a commencé à regarder ça. Et aujourd'hui, on a aidé le gouvernement. Le gouvernement et on a travaillé ensemble. Le Québec vient de réécrire le code minier ici. Donc, c'est vraiment chez McCarthy Tétrault. Et ça a été fait par les gens du Québec. Et les Québécois, on a le plus grand projet à part d'Areva, qui est là-bas, qui est une société française, au Niger, des mines ici en Afrique de l'Ouest, un projet en Mauritanie. Et ça ici, là, c'est la prochaine découverte, puis je vous dis ça comme ça, de sulfure massif, nickel, cuivre, cobalt en Afrique de l'Ouest, et c'est en Côte d'Ivoire. C'est le premier projet d'exploration de la Côte d'Ivoire. Si vous parlez au ministre Brou, Jean-Claude Brou, au premier ministre Duncan de la Côte d'Ivoire, c'est leur premier projet avec le plus de potentiel. Et la semaine dernière, à Londres, c'était ce qu'on appelle Mines and Money. Et le grand gagnant de Mines and Money, le grand gagnant qui a été honoré, c'était la Côte d'Ivoire pour le meilleur code des mines. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, la Côte d'Ivoire, qui a été pendant 10 ans, a eu des petits problèmes, qui n'en avait pas eu pendant 100 ans avant, mais qui en a eu pendant les 10 dernières années. Elle est en train de se reprendre avec un code minier très, très, très attractif, très attractif. Et ils ont gagné à Mines and Money le meilleur code minier. Et c'est important parce que les banquiers à ce moment-là sont là, les entrepreneurs miniers sont là. Et nous, dans SAMA, qui est une société du Québec, qui est ici, toutes ces sociétés-là, on est tous ensemble. Et donc, SAMA, c'est la découverte de sulfure massif, nickel, cuivre, cobalt, tous les palladiums en Côte d'Ivoire. Et ça va devenir le moteur de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le port était si important, parce que le port en eau profonde, évidemment, pour le cuivre, pour tout ça, c'est vraiment important. Et j'étais heureux de voir. Alors, quand vous regardez tout ça, et évidemment, il y a l'énergie qui doit aller avec ça, c'est clair, société qu'on a créée. Je vous disais indépendance ou dépendance, parce que c'était ça le thème. L'Afrique a besoin des entrepreneurs extérieurs, comme le Canada en a eu besoin, mais les codes miniers sont bien faits. Les codes d'investissement sont bien faits, que quand vous prenez un projet minier et que vous prenez le cash flow, parce que c'est ça qui compte à la fin, là. C'est quoi le cash qui sort, là? Bien, la distribution est 50-50. L'État en a 50 et le promoteur ou la compagnie minière, elle en a 50 %. Donc, on est 50-50. Et ça ne peut pas être plus juste. C'est vrai que dans le pétrole, des fois, vous avez des ententes 80-20 à la fin, mais on se comprend que le pétrole, c'est autre chose. Le CAPEX, vous savez, le pétrole, vous faites votre sondage, ça coûte 3 millions, 4 millions. Si vous frappez, là, vous mettez le bouchon, vous amenez le pipeline ou les camions, vous débouchez, et ça part. Et le payback peut être 1 mois. Le secteur minier, statistiquement, le payback n'est pas 1 mois. Là. Il y a des années, souvent, c'est beaucoup plus difficile. C'est complexe, il y a la métallurgie, il y a la géologie. C'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup d'employés. Alors, il ne faut pas penser qu'une mine, c'est le secteur pétrolier, et ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'à la fin, on est 50-50. Quand on regarde ce que le gouvernement prend, alors, indépendance et dépendance, les pays sont indépendants. Ils ont des codes. Il n'y a plus de négociation à la « Ah, je vais négocier ça. Je vais demander « Ah, je connais bien le ministre des Finances. Il va me couper mon taux d'impôt. Je suis certain que... » Non, ça, c'est il y a 20 ans, il y a 30, ça n'existe plus, ça. T'as pas... Et si tu as ça, sauve-toi. Mais pas un sou, parce que le prochain gouvernement, si ton entente n'est pas conforme au code minier, là, il passe les ciseaux dedans. Et tu recommences. Vous avez suivi la saga Benny Steinmetz en Guinée, et dans lequel il y a eu une transaction qui n'était pas tout à fait correcte, et il a perdu son permis, puis c'est en train de lui causer des problèmes à un niveau international. Alors, le code minier, c'est le code d'investissement, c'est le code avec lequel tu vas travailler, donc les pays sont indépendants. Mais ils sont dépendants des entrepreneurs. Mais ça, le Québec a été dépendant des entrepreneurs. L'Australie a été dépendant. Alors, tu ne peux pas rejeter les Rio Tinto, les BHP, les Semafo, les IM Gold. Tu ne peux pas les rejeter.
parce qu'ils viennent travailler avec toi, sauf qu'ils ne partent pas avec la banque, ils ne partent pas avec l'art et ils ne polluent pas. Ça, c'est l'autre chose, parce qu'évidemment, on a toutes sortes de règles au niveau de la RSE et c'est vraiment important, puis on les respecte autant en Afrique qu'on les respecte ici en Amérique du Nord. Donc, ce problème-là, il peut y avoir un problème, ça peut arriver, comme il peut y avoir un problème au Québec, il peut y avoir un problème dans les résidus, tout ça, mais la réalité, c'est que c'est suivi et c'est bien suivi. Parce que pour que les projets soient bancables au niveau des grandes banques, il faut que l'étude de faisabilité soit selon les normes. Alors, vous savez, les cow-boys de l'industrie, vous êtes allés dans le nord du Québec, vous avez vu les sites orphelins. Moi, je dis toujours à l'Afrique, vous avez été chanceux de ne pas avoir mis ça en production il y a 50 ans. Vous avez été chanceux. Parce qu'il y a 50 ans, on prenait le tuyau, puis on le mettait dans la rivière. On verra ce que ça va faire. Ça ne devrait rien faire. L'eau est rouge, mais c'est pas grave. Là, ça ne devrait rien faire. Comme les Grands Lacs, hein, les aciéries à Hamilton. Là. Moi, j'étais vérificateur. Je suis comptable agréé. J'étais vérificateur. On faisait les aciéries. On allait là-bas. Les tuyaux, c'était gros comme ça. C'était direct dans le Grand Lac. Là. Puis ça sortait rose, mauve, 24 heures par jour. Évidemment, on ne fait plus ça. Mais il y a 40 ans, on faisait ça. Il y a 30 ans, on faisait ça. Là-bas, l'Afrique a été chanceux. Ils n'ont pas connu ça, puis aujourd'hui, tu ne fais plus ça. Puis aujourd'hui, le cyanure s'évapore rapidement. En 24 heures, c'est terminé, ou en 48 heures. Il y a des méthodes de contrôle, de gestion. On doit aussi être selon le code ISO pour la gestion du cyanure. Alors, vous savez, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur dans le secteur minier. On a souvent peur d'avoir peur, puis on a mauvaise presse, puis tout ça, mais à la fin, honnêtement, il faut le regarder. Bon, il y a des choses. Et souvent, les gros accidents, c'est dans le secteur artisanal. Mais ça, on ne peut rien faire. Là. Nous, les entrepreneurs miniers, les orpailleurs, s'ils sont 40 dans un trou puis le trou tombe, on a beau essayer de les structurer puis de leur dire comment faire. S'ils font ça la nuit ou ils font ça des fois un petit peu sous l'influence de l'alcool parce qu'ils ont peur, on ne peut rien faire. Alors, donc, indépendance et dépendance, je vous dirais que les pays sont indépendants. Ils ont par contre besoin des capitaux. Et c'est là où il faut que les pays soient forts. Parce que tu as des pays qui sont forts, comme la Chine, qui arrivent puis qui peuvent te faire une transaction qui est... Il faut rester très solide. Et c'est pour ça, puis je ne veux pas rentrer dans une discussion politique, mais il ne faut pas que l'Afrique perde ses grands leaders. Parce que, puis je sais qu'il faut mettre des termes sur les mandats, puis tout ça, mais quand la Chine arrive, puis elle dit, regarde, je vais prendre tout ton pétrole, je vais prendre ça, moyennant... je vais faire un pont, je vais faire l'autoroute. Il faut des fois être capable de dire non, on ne le fera pas, on va prendre un petit peu de recul puis on va le faire différemment. Parce que souvent, il y a quelques pays qui ont des agendas tout à fait à eux. Puis ça, l'Afrique, elle est vulnérable parce qu'elle veut avoir de la croissance. Alors oui, je vais conclure. Donc, vous avez, nous, dans lequel aujourd'hui j'agis en Afrique, c'est dans ces secteurs-là, au niveau donc des mines, de l'énergie et de l'agriculture. Parce que c'est les grands secteurs de croissance, c'est les vecteurs de croissance. Et je vous dis, si vous êtes un entrepreneur dans l'âme et que vous voulez faire des choses, c'est beaucoup plus facile là-bas. Ça prend un petit peu de capital, mais c'est beaucoup plus facile. Et la demande est sans fin. La demande est sans fin, que ce soit dans les pneus, dans les motos. Vous voyez les motos qui viennent de Chine, tout ça. Et il faut juste être là, il faut être persévérant. Et dans le secteur des mines aussi, que ce soit dans les services, dans les projets miniers, sauf que ça prend énormément de capital. Et ça, c'est toujours un petit peu plus long. Donc, comme je vous disais, je vous invite à aller voir la Fondation parce que la clé du succès dans un pays émergent, c'est le social. C'est ça la clé du succès. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez beau faire des terrains de football, des puits d'eau, là, c'est passé, ça ne marche plus, ça. C'est fini, apporter des stylos bics, ça ne marche plus. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus évolué, et vraiment, il faut aller à un autre niveau, et c'est ça qui fait que l'Afrique s'ouvre à vous. Nous, au niveau de l'énergie, on a une société qu'un jour, on va introduire en bourse. On a, comme je vous disais, presque 1 milliard de CAPEX à faire. Pourquoi? C'est parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils savent qu'on a livré la marchandise. On a même fait une station de radio. On a nos propres émissions de radio là-bas et on parle que du social. Ça joue toute la journée et le taux de notoriété de notre groupe là-bas est de plus de 70 %. Et c'est ça qui est important.
C'est la reconnaissance de qui on est et le futur sur l'Afrique aujourd'hui, avec les ressources naturelles qui va rester, mais qui a son taux de croissance et qui est sujet à des cycles. Et c'est ça qui est difficile, alors que l'énergie, pour les 20, 30, 40 prochaines années, s'il n'y a pas de cycle, c'est au max parce que les gens veulent amener leur production vers l'Afrique. Ils veulent vraiment aller vers ces pays émergents-là et c'est très, très important. Au Canada, on a une association qui s'appelle le Conseil canadien pour l'Afrique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le site Internet, c'est le pont entre le Canada et l'Afrique. Ça fait un pont pour aider les gens à avoir des contacts, à devenir entrepreneurs, à avoir des opérations là-bas. Je vous ai laissé quelques publications à l'arrière sur le Conseil canadien. Et je vais terminer en vous disant que le gouvernement canadien, autant il y a quelques années, était focusé Chine, Asie, ils sont complètement enlignés Afrique. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait pour que Michaël Jean devienne la secrétaire générale de la francophonie. Harper s'est rendu à Dakar. Couillard s'est rendu à Dakar. Tout le monde s'est rendu à Dakar. Ils ont travaillé ça parce que la francophonie africaine, mais l'Afrique, c'est la prochaine croissance, c'est le prochain continent et on veut que le Québec, le Canada soient positionnés d'une façon particulière et c'est pour ça qu'ils ont mis tant d'efforts et le gouvernement canadien est complètement focusé pour qu'on développe l'Afrique avec eux en partenariat avec les entrepreneurs africains. Merci beaucoup. Isabelle Gadu de SIDEX. J'étais à Minds and Money la semaine dernière. Puis il y a quelqu'un que tu connais de Randgold qui nous a dit qu'il y avait juste 5 des 15 nouvelles mines d'or en Afrique qui payaient de l'impôt. Toi, qu'est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, j'ai été quand même très étonnée de ça. Sur 40? Oui. Écoute, oui. Oui, ça me dit quelque chose. C'est parce que dans les codes miniers, tu as une exonération d'impôt pendant 5 à 7 ans. Donc, c'est peut-être juste ça, c'est parce que c'est des mines qui sont nouvelles. C'est que les mines sont tout à fait nouvelles. Okay. Et donc, le Burkina Faso, tu sais, il y a 9 mines, mais elles ont... Mana est la plus vieille, et je peux te dire, Mana, l'année passée, on a payé 25 millions d'impôts. IAMGOLD paye de l'impôt, tu sais, puis... Alors, mais dans les codes, tu as souvent une période de grâce. Donc, c'est pour ça. Ou tu as une accélération, accélération de l'amortissement. Ouais. Mais à la fin, si tu fais ton mine life, tu finis 50-50. Puis l'autre question que j'avais, c'est vous autres, par rapport à... Bon, je dirais, présentement, on parle beaucoup d'Ebola, et puis il y a quand même cette préoccupation-là. Vous, est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est une maladie à laquelle vous réfléchissez par rapport à vos investissements? Oui, non, tout à fait. Écoute, c'est très, très sérieux, Ebola. C'est très sérieux. Il faut... on a mis des procédures en place parce que l'Ebola, ça bouge. Tu sais, c'est la Guinée, c'est le Libéria, c'est le Sierra Leone. Et il fallait faire vraiment attention. Donc, on a annulé notre présence dans toutes les grandes foires de mines d'énergie en Afrique parce que tu sais, tu ne veux pas aller serrer trop de mains puis tu ne sais pas. Bon, ce qui est arrivé avec Ebola, quand même, c'est 7 000 morts, c'est énorme. Mais l'Afrique, c'est 7 000 morts par semaine de la malaria, là. Alors, donc, tu sais, il faut comprendre. Oui, la malaria, on la comprend. On sait ce que c'est. C'est le petit moustique qui est venu te piquer. Puis, mais il y a énormément, tu sais, de morts avec la malaria. Ebola, Ebola, le grand problème, c'est si Ebola s'en allait en Chine, en Inde, dans des pays, au Pakistan. Et là, tu sais, que ça partait à pleine vitesse. Le Sierra Leone, c'est quand même pas une grande population. Le Libéria non plus. Et ce qui est arrivé... Le Nigeria, oui. Et le Nigeria, mais eux, ils l'ont contrôlé tout de suite parce qu'ils étaient avisés. Pas le problème, ce qui est arrivé, c'est que les gens n'ont pas voyagé vers le reste des autres pays parce que tu t'en vas pas à Bamako te faire soigner. Tu t'en vas pas à Ouaga te faire soigner. Tu t'en vas en Europe ou tu t'en vas aux États-Unis. Alors, dès que quelqu'un se sentait un peu fiévreux, là, à l'aéroport, ils essayaient de prendre un vol. Et là, ils les ont contrôlés. Et là, ils les ont empêchés. C'est pour ça qu'ils fermaient les frontières. Nous, notre projet en Côte d'Ivoire de Sama, il est collé sur la frontière avec la Guinée. La zone n'est pas très, très loin de là. Et puis, il n'y a pas eu de cas en Côte d'Ivoire, aucun. Mais oui, c'était très sérieux. On l'a pris sérieusement. Mais les gens essayaient de sortir du pays. Mais par rapport au futur, est-ce que... Parce que là, bon, c'est pas quand même contrôlé. On entend moins parler, mais c'est là encore, là. Absolument. C'est pas contrôlé, mais les pays sont un peu mieux contrôlés. Ils arrivent avec des vaccins. Les États-Unis mettent beaucoup d'argent. Mais regarde, on reste très prudent. Merci.